J'ai vendu ta voiture. Maxime n'a même pas levé les yeux de son téléphone en me jetant un reçu froissé sur la poitrine. Mes cartes ont été refusées chez le traiteur il y a 1 heure, les investisseurs regardaient et j'avais besoin de liquide tout de suite pour couvrir la compte. Je suis resté là, pétrifié. Tu as vendu ma Clio. Maxime, je paie pour cette voiture tous les mois, c'est comme ça que je vais au travail. Il m'a enfin regardé, le regard froid. La carte grise est à mon nom, tu te souviens? Ton dossier bancaire était catastrophique, alors je t'ai rendu service, légalement, c'est ma propriété et je l'ai liquidée. Il a eu un sourire narquois. J'en ai à peine tiré de quoi payer le champagne, la prochaine fois, achète une meilleure voiture si tu veux qu'elle ait de l'importance. J'ai ravalé la boule dans ma gorge et j'ai fixé le sol, je l'ai regardé, puis j'ai regardé sa femme, Victoire, qui ricanait sur le canapé. Ce n'était pas une famille, c'était une dictature, et elle était sur le point de tomber. Il était 2 heures du matin, Paris cuisait sous une canicule historique, le genre qui fait que les trottoirs irradient de chaleur bien après minuit, mais à l'intérieur de l'appartement haussmannien, la climatisation tournait à un niveau polaire. J'ai été réveillé par le bruit de la porte de ma chambre qui a claqué contre le mur, Maxime se tenait sur le pas de la porte. Il tenait un grand sac poubelle noir d'une main et l'a jeté par terre au pied de mon lit, il a atterri avec un lourd bruit sourd de plastique. « Lève-toi » a-t-il dit. Sa voix n'était pas forte, mais elle était teintée d'une irritation maniaque que je connaissais bien. Victoire a besoin de cette pièce, elle fait une présentation de son dressing pour son live Twitch demain, et tes vieilleries gâchent l'esthétique. Je me suis assise, clignant des yeux face à la lumière crue du couloir. Maxime, il est 2 heures du matin. Je m'en fiche de l'heure qu'il est, tu encombres ma maison. Il a poussé le sac vers moi du pied. J'ai fait tes affaires pour toi, considère ça comme une faveur, maintenant dégage. J'ai regardé le sac, il n'avait pas fait mes affaires, il avait balancé la couche superficielle de ma vie dans un sac ultra résistant comme si c'était des déchets verts. Où suis-je censé aller? Ai-je demandé d'une voix neutre, tu as vendu ma voiture. Il a ri, un son court et sec. Va vivre dans l'entrepôt, il est vide, au moins là-bas tu seras avec tes semblables, des déchets. Il s'est retourné et s'est éloigné, laissant la porte grande ouverte. Je suis resté assise là pendant exactement 10 secondes. Une version plus jeune de moi aurait pleuré, elle lui aurait couru après, le suppliant d'être raisonnable, promettant de mieux cacher mes affaires, s'excusant d'exister. Mais cette version de moi s'était évaporée au moment où il avait troqué mes clés contre du champagne. Je me suis levé, j'ai enfilé mon jean et mes bottines, j'ai ramassé le sac poubelle, il était léger. Apparemment, ma valeur dans cette maison pesait moins de 10 kilos. Je suis passé devant la chambre de maître, je pouvais entendre Victoire à l'intérieur se plaindre de l'éclairage pour sa vidéo, je suis passé devant la cuisine où l'argent de ma voiture avait été transformé en bouteille vide. Je suis sorti par la porte d'entrée et je l'ai laissé claquer derrière moi. La descente dans l'ascenseur a semblé durer une éternité. Quand les portes se sont ouvertes sur la rue, la chaleur m'a frappé comme un coup physique, l'air sentait les gaz d'échappement et la fumée lointaine des feux de forêt. J'ai hissé le sac sur mon épaule et j'ai commencé à marcher vers l'arrêt du Noctilien. C'était une marche de 5 km à travers le 16e arrondissement, devant des boutiques de luxe fermées et des tentes de sans-abri. À chaque pas, le rythme de mes bottes sur le pavé martelait un nouveau schéma dans mon cerveau, j'ai arrêté de penser comme une sœur, j'ai arrêté de penser comme une victime. Je suis passé à la vitesse supérieure, dans le seul mode qui m'avait jamais gardé en sécurité, la logistique. J'ai commencé à faire un audit mental. Statut actuel, déplacé. Transport, transport en commun uniquement. Réserve de liquidité, minimale. Passif, un partenariat toxique qui venait de violer chaque terme du contrat. Dans ma branche, quand un partenaire rompt un contrat aussi gravement, on ne dépose pas de réclamation au service client, on ne demande pas de remboursement. On sécurise les actifs restants, on limite les pertes, et on se prépare pour une offre publique d'achat hostile. Maxime pensait m'avoir jeté aux ordures, il ne réalisait pas qu'il venait de me libérer de la seule chose qui me retenait encore. Le bus m'a déposé à 3 rues de la zone industrielle d'Aubervilliers, le trottoir était fissuré et inégal, irradiant la chaleur à travers les semelles de mes bottes. Même à 3 heures du matin, l'air ici avait un goût de diesel et de poussière. Je me tenais devant l'entrepôt. Ce n'était pas un bâtiment, c'était une dent de briques pourrie dans une gueule de béton. Les fenêtres étaient barricadées,
et le panneau à vendre que Maxime avait posé des mois plus tôt se décollait de la grille, blanchi par le soleil. J'ai déverrouillé le cadenas avec la clé de secours que je gardais sur mon trousseau, la seule clé qui me restait. La lourde porte coulissante a gémi quand je l'ai poussée vers le haut, le son résonnant comme un cri dans la rue vide. À l'intérieur, la chaleur était suffocante, il faisait plus chaud que dehors, l'air était épais et stagnant, sentant le vieux carton et l'abandon. J'ai utilisé la lampe de poche de mon téléphone pour balayer la pièce, des tas de véritables ordures, des palettes cassées et des débris industriels jonchaient le sol. J'ai dégagé un espace dans le coin, repoussant du pied un pot de peinture rouillée, et je m'y suis assise sur mon sac poubelle. Pour la première fois en 10 ans, j'ai arrêté de bouger, et dans le silence, les mathématiques m'ont finalement rattrapé. Je suis resté assise là dans le noir et j'ai repassé en boucle la dernière décennie. Je m'appelle Chloé, j'ai 29 ans, et pendant toute ma vie d'adulte, j'ai été l'associée silencieuse d'une entreprise appelée l'Ego de Maxime. Ça a commencé petit, quand nos parents sont morts, Maxime a pris les choses en main. Il était l'homme, le visionnaire, le PDG de rien du tout, il m'a dit que j'étais trop jeune, trop fragile pour gérer la succession. Il a dit, je vais prendre ce fardeau, Chloé, concentre-toi sur tes études, alors les actes notariés ont été mis à son nom. Les comptes bancaires ont été mis à son nom, mais les factures m'arrivaient à moi. Je me suis souvenu de l'hiver où le chauffage est tombé en panne dans l'appartement, Maxime était à Courchevel pour faire du réseautage, il m'a appelé, paniqué. Nous devons réparer ça, Chloé, c'est notre maison, j'ai payé les 3000 € pour la réparation. Je me suis souvenu quand la taxe foncière de cet entrepôt même était en retard, il m'a dit, nous allons perdre l'héritage familial si nous n'agissons pas, j'ai vidé mon livret A pour payer le centre des impôts. Il adorait le mot « nous ». Nous construisons un empire, nous sommes dans le même bateau, nous devons nous serrer la ceinture. Mais ce soir, assise sur le béton sale, j'ai réalisé la traduction dans une famille toxique, nous est le mot le plus dangereux du dictionnaire. C'est un piège linguistique. Quand il y avait une dette, c'était la nôtre, quand il y avait du profit, c'était le sien, quand il y avait du travail à faire, c'était une obligation familiale. Mais quand il s'agissait de propriété, d'autorité ou de mérite, le nous s'évaporait instantanément. Il a vendu ma voiture parce qu'il croyait sincèrement en avoir le droit, il ne voyait pas ça comme voler sa sœur, il voyait ça comme la liquidation d'un actif qui appartenait à la corporation de Maxime. J'étais juste une employée qui avait pris trop ses aises en pensant qu'elle avait des droits. Il m'a gardé pauvre pour que je reste dépendante, il a maintenu mon épargne à zéro pour que je ne puisse pas acheter mon propre logement. Il a orchestré mon désespoir pour que vivre dans un entrepôt ressemble à une miséricorde plutôt qu'à une punition. J'ai regardé autour de moi dans cet espace sombre et étouffant. Il appelait cet endroit un fardeau, il l'appelait une pourriture qui plombait son portefeuille immobilier. Mais alors que je m'allongeais sur le sol dur, utilisant mon sac de vêtements comme oreiller, une pensée étrange m'est venue. Il ne venait jamais ici, Maxime était terrifié par la saleté, il était terrifié par le travail manuel, il traitait cet endroit comme une zone radioactive, uniquement utile sur un bilan comptable. Il n'avait pas mis les pieds entre ces murs depuis 5 ans, ce qui voulait dire qu'il ne savait pas ce qu'il y avait dans les coins. Il ne savait pas ce qu'il y avait derrière les cloisons en plâtre. Il pensait m'avoir exilé dans une prison, il ne réalisait pas qu'il venait de me donner la garde exclusive de la seule chose qu'il n'avait pas encore ruinée. 7 jours plus tard, la température a atteint les 40 degrés, l'entrepôt était un four. L'air à l'intérieur miroitait de poussière et de stagnation, j'étais assise sur une caisse, en train de faire l'audit de mes réserves d'argent restantes, quand la porte latérale s'est ouverte à la volée. Maxime a fait irruption, il portait un costume en lin qui coûtait probablement plus cher que toutes mes études, mais en ce moment, il était taché de sueur, il avait l'air de ne pas être à sa place, comme un paon dans une décharge. Il n'a pas dit bonjour, il m'a jeté une enveloppe rouge sur la poitrine, elle m'a frappé et a volté jusqu'au sol en béton. « Paie ça » a-t-il aboyé. Je l'ai ramassé. Avis de coupure finale, Électricité de France. Le montant dû était astronomique. 4000 €. Tu squattes ici depuis une semaine, a-t-il dit en s'essuyant le front avec un mouchoir en soie, et tu n'as même pas transféré les contrats à ton nom, j'ai reçu un appel de l'agence de recouvrement aujourd'hui. Règle ça, Chloé, je ne paie pas pour garder la lumière allumée dans un taudis. Je n'ai pas utilisé d'électricité, Maxime, je charge mon téléphone avec une batterie solaire, je n'ai même pas allumé une ampoule. Je me fiche de ce que tu fais, la facture est au nom de la succession, ça veut dire que c'est mon problème.
Transfère-la à ton nom aujourd'hui ou je fais arracher le compteur Linky. Il a tourné les talons et est sorti d'un pas militaire, désespéré de retourner dans sa voiture climatisée. Je suis resté là, tenant l'enveloppe, mon pouce a frôlé le graphique de consommation imprimé au dos. Je me suis arrêté. Je travaille dans la logistique, mon travail ne consiste pas seulement à déplacer des cartons, c'est d'analyser des données. Je cherche les inefficacités, je cherche les fuites, et quand j'ai regardé ce graphique, mon cerveau a instantanément signalé une anomalie. La courbe de consommation n'était pas en dents de scie. Dans un bâtiment normal, la consommation d'énergie fluctue, elle culmine pendant la journée, baisse la nuit, elle fait des pics quand les machines s'allument. Mais cette ligne était plate. C'était une ligne droite horizontale sur tout le mois. Une consommation élevée, un tirage constant, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce ne sont pas des lumières, ce n'est pas un réfrigérateur oublié, c'est un système de survie. J'ai regardé autour de moi dans l'entrepôt vide et silencieux. Il n'y avait aucune machine en marche, aucune bouche d'aération bourdonnante, juste le silence et la chaleur, mais le compteur ne ment pas. Quelque part dans ce bâtiment, quelque chose dévorait de l'électricité comme un animal affamé. J'ai marché jusqu'au tableau électrique sur le mur du fond, c'était un vieux panneau industriel recouvert de crasse, je l'ai ouvert. La plupart des disjoncteurs étaient recouverts de rubans adhésifs, étiquetés comme obsolètes, mais un disjoncteur, étiqueté zone 4, était chaud au toucher. J'ai suivi le conduit, il montait le long du mur à travers les poutres du plafond et disparaissait derrière une pile de plaques de contreplaqué pourries appuyées contre le coin arrière de l'entrepôt. Je me suis approché du contreplaqué, j'ai tiré la première plaque, elle s'est fracassée sur le sol, soulevant un nuage de poussière. Derrière, ce n'était pas de la brique, c'était du placo plus récent. Quelqu'un avait construit une cloison, un faux mur pour raccourcir la pièce. J'ai attrapé un pied de biche dans mon sac à outils, je l'ai coincé dans la jointure et j'ai tiré. Le plâtre s'est effrité. Une rafale d'air froid m'a frappé le visage, c'était un air glacial, stérile, conditionné, et avec lui venait un son, un bourdonnement sourd et régulier qui avait été étouffé par l'isolation. J'ai fracassé un trou assez grand pour passer à travers. Je ne regardais pas un placard de rangement, je regardais une chambre forte climatisée. L'espace était d'un noir d'encre, illuminé seulement par les LED vertes clignotantes de massifs déshumidificateurs industriels alignés le long des murs. Ils étaient la source du bourdonnement, ils étaient la raison de la facture. J'ai levé ma lampe de poche. Le faisceau a fendu l'obscurité et a frappé quelque chose qui ressemblait à une cloque géante transparente, c'était une capsule pour voiture. Une bulle de stockage gonflable utilisée pour préserver les véhicules haut de gamme sous vide, et il n'y en avait pas qu'une, il y en avait 12. 12 bulles chatoyantes alignées avec une précision militaire. Je me suis approché de la première. Le faisceau de ma lampe a dansé sur la courbe d'une aile, peinture grise argentée, ligne de toit classique. Mon cœur a battu à tout rompre contre mes côtes, je connaissais cette voiture, tout le monde connaissait cette voiture. C'était une Aston Martin DB5 de 1964, mais ce n'était pas n'importe quel Aston Martin. J'ai vu la plaque tournante sur le pare-choc, les modifications spécifiques et non restaurées d'une célèbre scène de course-poursuite, c'était la voiture de James Bond en Goldfinger. Je suis passé à la bulle suivante, une Ferrari 250 GT California Speeder de 1961, la plaque d'immatriculation était une ancienne plaque parisienne noire. C'était celle d'Alain Delon dans le film Les Félins. J'ai reculé en trébuchant. Maxime appelait cet endroit un fardeau, il l'appelait une dent pourrie. Il m'avait jeté un avis de coupure parce qu'il était trop radin pour payer la facture. Il ne savait pas, il n'avait jamais regardé, il n'avait jamais vérifié le compteur. Il était tellement aveuglé par sa propre arrogance qu'il était assis sur le saint graal de l'histoire du cinéma européen et le traitait comme une décharge. Je ne me tenais plus dans un entrepôt, je me tenais dans le coffre-fort d'une banque, et j'étais la seule à en connaître la combinaison. Je n'ai pas appelé Maxime, je n'ai pas appelé la compagnie d'électricité, j'ai appelé Laurent. Laurent était un spécialiste du fret avec qui j'avais travaillé sur un contrat logistique cauchemardesque il y a 2 ans, impliquant un conteneur d'expédition de montres vintage en route pour Dubaï. Il ne posait pas de questions, il savait juste ce que valaient les choses. Il s'est garé devant l'entrepôt 40 minutes plus tard dans une berline banale, il a regardé la peinture écaillée, les fenêtres barricadées et la décadence générale de la zone industrielle avec un froncement de sourcils sceptique. « Tu as dit que tu avais un problème de cargaison, Chloé ?» a-t-il dit en enjambant une flaque d'huile près de l'entrée,
ça ressemble plus à un site de démolition. Il ne s'agit pas du bâtiment, Laurent, il s'agit de l'inventaire. Je l'ai conduit au faux mur, je lui ai tendu une lampe de poche. Zone 4, ai-je dit, jette un œil. Il est passé par le trou dans le placo. J'ai entendu son souffle se couper, puis le silence, un long et lourd silence. Je l'ai suivi à l'intérieur, il se tenait devant l'Aston Martin, le visage à quelques centimètres de la bulle en plastique, il ne la regardait pas comme une voiture, il la regardait comme un artefact religieux. Les impacts de balles factices sont réels, a-t-il murmuré, les soudures du support de caméra sont encore sur les bas de caisse. Il est passé à la bulle suivante. La Ferrari rouge, la California Speeder de 1961, a-t-il murmuré, celle du film de René Clément, ils ont dit que la voiture principale avait été détruite, ils ont dit qu'elle avait été broyée. Il s'est tourné vers moi, les yeux écarquillés. Elle n'a pas été broyée, elle a été cachée. Il a passé les 20 minutes suivantes à descendre la rangée, il a vérifié les plaques de numéro de châssis à travers le plastique, il a inspecté les bandes de roulement des pneus, il tremblait vraiment. Finalement, il est revenu vers moi. Il a enlevé ses lunettes et les a essuyées sur sa chemise. « Chloé, a-t-il dit, la voix tremblante, as-tu une idée de ce sur quoi tu te tiens ? » J'ai une petite idée. J'ai besoin d'un chiffre, une estimation prudente, si tu liquidais rapidement à un acheteur privé. 12 millions. Mon estomac s'est noué, 12 millions d'euros. Si on l'emmenait aux enchères, a continué Laurent, la voix montant dans les aigus, si on vendait l'histoire de la flotte de cinéma perdu, 15 millions, facile, peut-être 20. 15 millions. Maxime allait vendre le terrain pour 500 000 € afin de rembourser une dette de 200 000. Il jetait 15 millions d'euros par la fenêtre parce qu'il était trop fainéant pour regarder derrière une plaque de contreplaqué. Laurent a compris que le propriétaire pensait que la chambre forte contenait des déchets dangereux, c'était là l'erreur. J'ai joué le jeu. Le propriétaire, Maxime, voulait que l'entrepôt soit vidé pour éviter une pénalité de 50 000 € de la mairie, je lui ai dit que je pouvais m'occuper des ordures, mais seulement s'il signait un document me transférant la propriété de tout le contenu pour ma protection juridique. Paniqué et arrogant, il a signé sans lire. Au matin, les voitures avaient disparu. Lors de la signature de l'acte de vente, Maxime a vendu le terrain pour 500 000 € et s'est moqué de moi parce que je trimballais des ordures. Je lui ai montré l'email de la maison de vente aux enchères Arcurial. L'Aston Martin et la Ferrari étaient assurés pour 15 millions d'euros, il m'en avait cédé les droits, son avocat a confirmé que le contrat était juridiquement contraignant. Maxime avait légalement défini le contenu comme étant des déchets, il a tout perdu, son argent, son mariage, sa réputation, et toutes ses poursuites judiciaires ont échoué. J'ai gardé les voitures, j'ai acheté une entreprise de logistique et j'ai racheté l'ancienne maison de mes parents. Maxime a couru après le statut social.